Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Bien heureux de vous présenter ça. On commence avec une belle nouvelle pour la ville de Nicolet. Un gros développement résidentiel qui a été inauguré récemment. J'en discute avec l'un des promoteurs ainsi qu'avec la mairesse Geneviève Dubois. Guillaume Pouliot, expliquez-nous qu'est-ce qu'on annonçait ici en ce 6 novembre. Bien, c'est une très belle journée pour nous. C'est le lancement de la phase 3 du projet Faubourg du Ruisseau. Un projet qu'on va mettre en vente 60 terrains qui vont être disponibles au printemps 2025. Et on a différents types d'habitations dans ce secteur-là de Nicolet. Oui, exactement. On a fait la diversité. On a 18 terrains de multilogement. On en a 14 pour des terrains de mini-maisons aux jumelés. Et puis 20, j'ai oublié le décompte, une vingtaine de terrains pour les terrains maisons unifamiliales. Puis il y en a qui ont la particularité d'avoir 100 voisins arrière et des terrains plus conventionnels. On a d'autres dimensions aussi. Et là, évidemment, il y a des gens qui vont regarder le reportage, qui se disent, bien, y a-t-il encore des terrains à vendre? Ça va bien les travaux, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont portés acquéreurs de terrains? Oui, exactement. Actuellement, même si on a 70 % de terrains vendus ou de réservés, donc on a encore 30 % de terrains qui sont surtout dans le unifamilial, qui sont encore disponibles pour la vente. Et puis toutes les informations là, sont disponibles et actualisées sur notre site web faubourgduruisseau.com. Et là, évidemment, phase 3, est-ce que ça annonce une phase 4, une phase 5? Oui, bien, c'est au-delà un peu de actuellement nos espérances, le début, comment ça se passe. On avait estimé 2 à 3 ans pour la phase 4 qui s'en vient. Ça pourrait peut-être, tout dépendant de ce qui reste pour le dernier 30 % à vendre. Je vous dirais qu'il y a des chances que ça soit devancé un petit peu dans notre échéancier. Fait qu'on pourrait peut-être parler d'1 an à 2 ans pour la phase 4 qui s'en viendrait. Et évidemment, un projet de ce type-là implique la ville de Nicolet. Ça a été comment, les relations avec les élus, les gens, les fonctionnaires de la ville? Peut-être que oui, on a eu peut-être des délais qu'on s'attendait peut-être moins quand on a fait l'acquisition du terrain, mais ça a toujours été très harmonieux avec la ville de Nicolet. Tous les intervenants que j'ai nommés tantôt dans mon allocution, ça s'est toujours très bien passé. C'est très cordial. On sent que autant de notre côté que de leur, il y a un intérêt envers le projet que ça aille de l'avant, mais ça a été très, très courtois avec eux, puis très professionnel également. Geneviève Dubois, ce 6 novembre, une belle annonce pour la ville de Nicolet. Comment tu réagis à ce projet-là de développement résidentiel? En fait, c'est un magnifique projet résidentiel. C'est 60 terrains dans la première phase avec du multilogement, de la mini-maison, de la maison unifamiliale. C'est un projet qui répond aussi aux besoins de croissance de la ville. Mais je pense que ce projet-là, c'est une belle illustration de comment une ville peut travailler avec un promoteur pour qu'un projet soit moderne et adapté aussi au changement climatique, offrir un milieu de vie de qualité aux citoyens avec la nature au cœur de ce projet-là, parce que nous, la Ville, on souhaite conserver une bande sur le bord de la piste cyclable. Il y a 700 000 pieds carrés, c'est 7 terrains de football qui vont être conservés, des parcs. Alors, je pense que c'est un projet qui répond à la modernité de l'adaptation au changement climatique, mais qui répond aussi aux besoins. Donc, c'est un beau projet qui est tout à fait en équilibre et bien aligné avec la vision de la Ville. Est-ce qu'il y a d'autres promoteurs ou ce promoteur-là qui est à développer d'autres développements résidentiels de ce niveau-là? Nous, on est peut-être pas de l'ampleur du Faubourg, mais je vous dirais qu'on est présentement en discussion avec 4-5 autres promoteurs pour d'autres types de terrains, d'autres types d'habitations, des projets des fois plus modestes, mais tout aussi pertinents de par leur lieu ou de par l'idée derrière ce qu'ils veulent faire. On sait que les 16 logements abordables vont commencer la construction sous peu. On travaille aussi à développer du logement abordable avec d'autres promoteurs. Donc, on est très, très actifs en matière d'habitation à la ville de Nicolette. Là. Évidemment, je vais faire un peu de pousser là-dessus. Évidemment, nouvelle résidence, nouvelle famille, des enfants. On a vu des citoyens initier une pétition pour la nouvelle école. Comment tu réagis à cette initiative citoyenne-là? En fait, moi, je trouve toujours ça touchant des initiatives citoyennes. C'est le fun quand les élus portent des dossiers, mais quand les élus portent des dossiers puis que la population embarque avec nous, le poids est d'autant plus fort. Je sais aussi que le député a accepté de déposer la pétition, qui travaille dans ce sens-là. Donc, c'est un beau projet de collaboration entre citoyens et élus. Puis, j'espère que les gens vont aller signer la pétition parce que vraiment, au-delà des besoins actuels, là, on le voit, là, je veux dire, c'est des familles qui vont venir s'installer ici. Donc, on a absolument besoin d'une deuxième école.
On se dirige maintenant vers le carrefour Jeunesse-Emploi. Marie-André Dupéré, notre reporter, rencontrait des gens qui nous présentent un appel de projet concernant une balado-diffusion qui va être à créer avec possiblement une belle collaboration de votre télévision communautaire. Donc, on regarde ce reportage. On est au CJE de Nicolet Bécancour aujourd'hui pour parler d'un projet de balado. Parle-nous-en davantage. Exactement. Donc, on a eu une subvention pour réaliser un balado avec des jeunes. Donc, on est en plein démarrage et recrutement pour des participants. Ça va être des participants âgés de quel âge? Donc, on souhaite avoir des participants entre 15 et 29 ans. Donc, c'est quand même une très grande tranche d'âge là, pour les participants sur le territoire. Est-ce que vous avez justement un territoire défini pour aller chercher ces personnes-là? Non, c'est la beauté de la chose. En fait, tout le monde peut venir du territoire soit de Bécancour, de Nicolet ou de Yamaska. Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été établis pour le balado ou c'est vraiment général? C'est très général. En fait, on a un sujet un petit peu principal qui est la culture en général, mais on va laisser les participants décider eux-mêmes là, du sujet qui va les interpeller puis qui vont bien vouloir là, parler dans leur balado. Comment vous allez faire pour les encadrer dans ce beau et nouveau projet? En fait, moi, je vais être la chargée de projet, donc je vais m'occuper un peu de tout ce qui est la structure, les horaires, les trucs comme ça. Mais on a aussi Fred Murray, qui est un musicien ici sur le territoire, qui est quand même connu, donc qui va être avec moi là, pour m'épauler dans ce projet-là, encadrer les participants, plus au niveau aussi de la musique. Puis on a quelques partenariats là, également sur le territoire pour l'équipement et les autres choses comme ça. Parce qu'il peut y avoir, c'est ça, ça peut être un balado musical. Oui, c'est ça exactement. Fait qu'on on veut un peu jumeler, oui, la parole, mais on veut laisser place aussi à l'art. Et s'il y a des jeunes qui sont bons en musique, bien, qui viennent se joindre à nous, là, comme pour faire la musique de départ du balado ou la musique de fin ou même pendant une interview, s'il y a une musique à avoir, là, on pourrait en créer. On a jusqu'à quand pour s'inscrire pour ce projet? Vous pouvez vous inscrire tout au long du processus qui part dès la mi-novembre jusqu'à la fin mars. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Donc, on peut s'inscrire soit par le Facebook, par courriel ou en appelant directement au CJE. Vous allez avoir un beau rôle dans les balados. Ça va être quoi? Bien, dans le fond, moi, personnellement, Geneviève est venue me voir parce que j'aime beaucoup improviser. Puis dans ce projet-là, l'idée, c'est de partir des idées des participants, des jeunes. Donc, nous, on va les accompagner, on va les faire parler. Fait que selon le thème, selon ce qu'ils ont envie de parler, bien, on va les alimenter, on va trouver des façons de faire ressortir les idées. Fait que les thèmes sont peut-être pas nécessairement encore choisis, mais on va s'amuser à faire parler les participants en fonction du thème qu'ils ont choisi. Vous allez les épauler. J'imagine qu'il va y avoir des ateliers préalables pour les préparer. Hein? Bien, c'est sûr, effectivement, là, que ce soit pour le montage, pour ceux qui vont faire le son ou les images, bien, il va y avoir des petites formations en lien avec ça. Puis moi, bien, si je vois que la personne a de la difficulté, moins à l'aise, bien, on peut s'improviser des ateliers d'articulation ou des façons d'amener la personne à être à l'aise devant un micro, devant une caméra. Le message qu'on veut envoyer, c'est que peu importe que tu aies des forces ou pas, l'idée, c'est de voir que t'aimes les vidéos, t'as envie de t'impliquer dans ce genre de projet-là, puis moi, je pense que c'est comme ça qu'on se rapproche d'une de nos forces, c'est en la découvrant. Tu sais, dans les expériences de travail, on apprend ce qu'on aime, mais on apprend aussi ce qu'on n'aime pas. Fait que, il va y avoir l'opportunité pour les participants de prendre plusieurs positions, de tester des futurs métiers dans tout ce qui touche la conception vidéo, que ce soit le son, l'image, la présentation ou même comment interviewer. Fait que, bref, l'idée ici, c'est pas nécessairement d'avoir déjà de l'expérience là-dedans, mais d'avoir envie de s'impliquer, d'avoir un peu de temps. Puis ensemble, on va avoir du fun. Toujours Marie-André Dupéré, elle s'est déplacée à Odanak dans les environs du musée des Abénaquis, magnifique institution muséale qu'on a chez nous, pour nous parler du frêne noir.
Qu'en est-il de l'avenir du frêne noir et de la vannerie? Je me trouve en territoire Abénaki, à Odanak plus précisément, où je vous ai préparé un reportage sur le sujet. Alors, parlez-nous du projet Frêne noir ici à Odanak. Oui, bien, en fait, tout ça a débuté au début des années 2020. Il y a le COCEPAC qui a désigné, en fait, le frêne noir comme étant une espèce menacée. On sait que la grille du frêne qui est arrivée finalement au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Puis, ça a soulevé, en fait, certaines préoccupations au niveau des membres, étant donné que le frêne noir fait vraiment partie de l'identité culturelle des Abénakis. Donc, autant pour la vannerie, mais aussi vraiment à la base. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu des Abénakis. Donc, il y a une assemblée citoyenne qui a été faite pour parler justement du problème, du problème du fait que le frêne allait être une espèce désignée. Ce que ça impliquait, en fait, c'est que certains membres qui font la vannerie, puis vont en faire des paniers, puis ils vont vendre leurs paniers. Puis le fait qu'ils soient embarqués sur la LEP, la Loi des espèces en péril, ça impliquait comme un flou à savoir est-ce que les membres pourraient continuer de faire des paniers puis les vendre, étant donné que c'est une espèce qui était menacée. Donc, c'est des discussions qui ont été prises avec vraiment, si je ne me trompe pas, c'est vraiment au niveau de la Cour suprême. Donc, on est vraiment avec les instances fédérales. Puis, c'est ça depuis 2021, puis il n'y a pas eu d'avancée encore par rapport à ça. Puis, ensuite, là, il y a le projet avec le bureau du Nakina, puis le bureau d'environnement de Wilnac. Puis, avec notre bureau, bien évidemment, je vais peut-être dire le Beto ou le Nakina, c'est vraiment les synonymes qu'on va donner pour nos bureaux. Donc, on a entrepris un projet, les trois organisations ensemble, pour faire des inventaires sur les territoires ancestrales, qui est le Ndakina. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous connaissez un peu les limites du Ndakina. Donc, quand on parle de la portion canadienne, ça va être vraiment, en fait, tout ce qui va longer le lac Saint-Pierre et le fleuve, de la rivière Richelieu jusqu'à la rivière Etchemin. Il y a une partie avec la rivière Etchemin qui va être partagée avec les Wolastoqey, qui eux sont situés plus dans le bas du fleuve. Puis sinon pour le reste plus au sud, ça va être la frontière américaine. Mais on a aussi des Abénakis qui sont situés au Maine, puis on va les appeler les Penobscot puis les Passamaquoddy. Donc, pour faire une histoire courte, ça ressemble à ça pour ce qui est la limite du territoire. Donc, il y a des inventaires finalement qui se sont réalisés de 2021 à 2023 pour voir quel était le potentiel finalement de vannerie sur le territoire. Donc, la prospection géomatique a été faite. Puis, les équipes se sont séparées pour faire des inventaires un peu partout. Donc, on en a dans le coin de Lobinière, dans le coin en Estrie. On en a aussi, en fait, il y a un partenariat qui a été fait avec le Parc national de la Mauricie. C'est pas sur notre territoire, c'est vraiment un territoire Atikamekw, mais il y a quand même une volonté de la part des parcs nationaux de participer à ces inventaires-là. Puis il y a aussi une histoire, en fait, des guides Abénakis au Parc national de la Mauricie qui dirigeaient les riches qui voulaient aller à la chasse, à la pêche. Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça. Il y a des inventaires qui se sont déroulés pendant 3 années. Donc là, on sait, c'est sûr qu'on a ciblé les terres publiques parce que c'est aussi un gros problème au niveau du Nakina. Le territoire est très privatisé. On parle quasiment de 95 à 100% du territoire privatisé. Donc, pour les membres de pouvoir exercer leurs activités, c'est difficile. Donc, on a vraiment ciblé des territoires peu publics où est-ce qu'il y avait un bon potentiel de vannerie. On a aussi regardé est-ce que la grille était déjà rentrée dans les peuplements. Donc, après 3 ans, on a 72 peuplements qui ont été identifiés. On a à peu près même pas une dizaine de peuplements qui ont un bon potentiel. C'est sûr que là, c'est le temps de passer à l'action. On sait où est-ce qu'il y a des peuplements. On sait où est-ce qu'il y a de la grille aussi. Donc, là, c'est pour ça que cette année, l'objectif, c'était vraiment de se partir une pépinière pour pouvoir, en fait, que les futures générations puissent aussi profiter, en fait, de leur culture puis de bénéficier des activités traditionnelles qui se font en ayant, bien évidemment, du frêne noir. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait des boutures ce printemps pour tenter. C'est une méthode qui n'avait pas été testée. Si elle avait été testée, ça n'avait pas été écrit nulle part. Donc, on a vraiment
essayé. Ça n'a pas été un succès. Il y a des feuilles qui ont sorti, il y a des cales aussi qui se sont développées, mais peut-être qu'on manquait juste de conditions vraiment adéquates, que ce soit une question d'humidité ou vraiment de soleil. Ils ont fini par mourir. Mais entre-temps, on a quand même commandé des semences au Centre national des semences forestières à Fredericton. Donc, on a commandé 200 semences pour Wilnac et Odanak. Le processus de germination est déjà entrepris au Centre national parce que c'est vraiment une question de température, X jours à temps, X jours à un autre. Donc, on les a laissés gérer cette partie-là, étant donné qu'on n'a pas vraiment les infrastructures pour pouvoir les démarrer. Donc, l'année prochaine, on devrait recevoir les petites boutures, mais en fait, ça va être à peu près ça de long. Donc, probablement qu'ils vont encore passer un certain moment en serre. Donc, c'est ça. On va probablement planter dans la commune, juste ici, qui est un des endroits où il y a les 2 marais. Il y a aussi des sentiers. C'est un des milieux pas mal les plus naturels de la communauté. Puis, l'objectif, c'est vraiment de faire la conservation. Il y aurait aussi, dans l'objectif du projet, ce serait de faire la Black Ash Week, qu'on l'appellerait. Donc, vraiment de ramener un peu la tradition, que les membres se réunissent pour finalement partager la tradition, parce que c'est quand même un enjeu présentement. Juste les vanières, ils ont un certain âge, donc ils commencent à être un peu fatigués de partager en fait leur savoir, donc vraiment de réunir les gens autant pour battre que pour, on dit battre le frêne, donc c'est vraiment la méthode pour battre le frêne. Puis faire des paniers, finalement aussi, c'est vraiment un art, finalement. C'est vraiment, chacun va l'adapter à sa façon. Je ne sais pas si vous aurez la chance d'en voir. Probablement qu'au musée, ça va être sûr. C'est surtout Annette, je pense, qui en fait à Odanak. Il y a aussi Charlotte qui a repris un peu la balle au bon, si on veut, puis vraiment y ajouter sa petite touche personnelle, donc des couleurs, des fleurs. C'est vraiment super beau qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est ça. Donc là, on a vraiment on a commencé le projet plus dans un axe scientifique, mais on veut vraiment se diriger plus dans un axe culturel, traditionnel, puis vraiment dans la conservation. Justement, le mois passé, on est allé au Maine pour justement discuter du futur du frêne noir. Puis, il y avait certains scientifiques, chercheurs qui on peut analyser l'empreinte que la grille avait. Puis, d'ici 2035, probablement que toute la population, même jusqu'à 95 % de la population du frêne noir serait éteinte à cause de la grille. Donc, on est vraiment dans l'action présentement, même si le financement, comme on a parlé un peu tantôt aussi, c'est difficile. On avait des objectifs pour cette année. Notre financement a été refusé. Donc, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. Donc, l'objectif, ce serait vraiment de focusser un peu plus là-dessus l'année prochaine, qu'on ait du financement ou non, pour que on ait une pépinière, qu'on ait une plantation, que les futures générations puissent profiter. Peut-être pas nécessairement là, parce qu'on parle quand même d'un 40-50 ans avant que les gens puissent en profiter. Puis encore là, c'est des conditions qui vont être vraiment particulières. Le frêne va pousser dans un milieu humide, mais il ne faudra pas trop qu'il y ait les racines dans l'eau. Le sol aussi, il va falloir qu'il y ait certains nutriments différents. Donc, ça va être vraiment de choisir l'emplacement adéquat pour ne pas brûler, si on veut, le futur du frêne noir. On n'a pas encore de neige très présente dans le territoire. Pour moi, en tout cas, on peut attendre encore, mais il y aura quand même des festivités pour le carnaval de Gentilly. Il y avait justement le lancement qui se faisait au Moulin-Michel et notre reporter Lynn Richard était présente. 4 novembre 2024, je me trouve présentement au Moulin-Michel à Gentilly pour assister au lancement de la programmation de la 56e édition du Carnaval de Gentilly. Alors j'accueille à l'instant Valérie Baudette.
Alors, ça y est, on est au lancement et on a hâte de connaître la programmation 2024-2025. Dis-moi, là, vous avez combien d'événements qui figurent là, d'ici la fin de 2024? Bien, d'ici le mois de décembre, on a déjà 7 activités à notre actif. Donc, on commence avec la soirée d'ouverture où on présente nos ambassadeurs, où on va couronner le roi et la reine aussi pour le carnaval. Ensuite de ça, on a notre soirée pour les adolescents le 22 novembre. Le 23 novembre, on a la soirée poutine karaoké, donc des food trucks, on vient manger de la poutine. Ensuite, on transfère au bar terrasse côté sud pour aller faire du karaoké. Le dimanche, on crie bingo parce que c'est notre événement du bingo. Ensuite de ça, la fin de semaine d'ensuite, le 30 novembre, c'est notre soirée blues. Donc là, on va avoir des artistes qui vont être là, vraiment intéressants. On a un joueur de clavier B3 qui va être là en invité spécial aussi. Ensuite de ça, la fin de semaine du 7-8-9 décembre, 6-7-8 décembre, on a le 8 décembre où on va faire une tournée des résidences pour aînés de la région. Étant donné que des fois, c'est plus difficile pour eux de sortir l'hiver, bien, c'est nous qui va se promener avec notre équipe d'ambassadeurs, notre bonhomme. Et on termine notre année 2024 avec la journée des enfants le 14 décembre. Vous touchez à toutes les tranches d'âge. Hey, moi, je trouve ça absolument fabuleux. Puis là, avez-vous de la nouveauté pour 2025? Bien, on a des anciennes activités qui font leur retour. C'est pas des grosses nouveautés, mais en même temps, c'est des beaux retours. Le blues, entre autres, avant Noël, qui est un retour. On va avoir une pièce de théâtre aussi qui fait un retour. C'est des choses qui ont été présentes il y a plusieurs années dans le carnaval. On fait un retour avec ça aussi. On a un derby qui est une nouveauté, mais ça fait plusieurs années qu'il n'a pas été présent. Et puis, on a vraiment des belles soirées en vue, là. Le soirée country qui est un incontournable, évidemment. Puis, quel est votre plus gros événement de l'année? Le plus gros, celui qui rassemble vraiment le plus de monde, c'est vraiment notre soirée country, là. On s'entend que c'est quelque chose qui est très, très à la mode présentement, donc c'est un gros événement. Formule gagnante, en fait, là. Formule gagnante. Écoute, Madame Valérie, pour ta première édition, je te souhaite vraiment une belle année. Écoute, on va être au rendez-vous, ça, c'est certain. Et c'était Hélène Richard pour Télécœur. On se dirige à l'extrême est du territoire de la MRC Bécancour, au marché de Deschaillons. Lynn Richard était présente sur place pour s'entretenir avec une des organisatrices, ainsi avec les nombreux artisans qui étaient présents. On regarde ça à l'instant. 2 novembre 2024, je suis présentement sur la route des navigateurs pour une destination, Deschaillons, sur Saint-Laurent. Là où se déroule présentement le Salon des artisans. Alors, je me prépare à faire la découverte d'artisans, d'artistes, en fait, ces producteurs locaux qui travaillent très fort durant l'année pour nous offrir des produits exclusifs. Partons à cette découverte. Alors, bonjour, Madame Suzanne Tremblay, qui est présidente pour la Coop des artisans. Oui, la coopérative de production artisanale de Deschaillons sur Saint-Laurent. Madame Suzanne, dites-moi, là, ça représente quoi, ça, au fait, là, votre rôle là-dedans, là? En fait, par rapport à la coopérative, moi, ce que je fais, c'est qu'on est un conseil d'administration, c'est un organisme à but non lucratif, puis on essaie de faire fonctionner cette coopérative-là pour réussir à se faire des pièces, puis aussi avoir du social. Les femmes du coin, c'est surtout des aînés, hein, vous comprendrez. On a quand même quelques jeunes à travers, mais ils viennent tisser, puis ça devient un lieu de rencontre en même temps. Puis on a des personnes qui ont plus d'expérience dans le tissage. Puis quand il y a une nouvelle membre qui rentre, bien, on la jumelle pour avoir du tissorat, si on veut. Là, vous savez, on appelle ça une marraine qui va l'aider à apprendre les rudiments du tissage. Et ici, on est au marché des artisans qui est organisé depuis plus de 10 ans. Puis c'est la coopérative qui est en soutien. C'est la coopérative qui l'organise. Alors on a 32 artisans cette année.
On fait ça à chaque année. C'est toujours la première fin de semaine de novembre. À chaque année, c'est ça. Et puis, ce qui est quand même particulier, on recrute des artisans un peu. Parfois, on va voir d'autres salons, moi et ma collègue, pour essayer de recruter des nouveaux artisans. Et il y en a qui reviennent d'année en année. On a même des artisans qui nous appellent eux-mêmes pour pouvoir venir parce qu'on a une particularité. Premièrement, on est le premier de la région. OK, qui est là. Et la deuxième particularité, c'est qu'on prend seulement 2 artisans par catégorie. Exemple, pour la poterie, on en a 2 qui font de la poterie. Pour le tissage, on en a 2. Les bijoux, on en a 2. C'est jamais plus que ça. Parce qu'on veut avoir une diversité. Ça, c'est très important pour nous. Puis, en plus, on ne veut pas que ça court-circuite les artisans parce que sinon, ils font pas tant leurs frais à ce moment-là. Vous savez, alors si quelqu'un vient pour des bijoux, s'il y a 10 personnes qui vendent des bijoux, ils feront pas tous leurs frais. Tandis qu'à 2, ils vont aller là-dedans. Vous savez, alors c'est toujours comme ça qu'on choisit un peu nos artisans. On a de l'agroalimentaire, ça on a plus que 2 parce que c'est toujours très, très, très populaire, vous comprendrez. Mais voilà, fait que c'est un peu... Puis je trouve que c'est aussi choisi. La période est très bien sélectionnée parce qu'on sait qu'on s'approche du temps des fêtes. Et quelle belle façon d'encourager nos produits locaux, nos artisans, nos artistes, parce que je vois que, comme vous avez mentionné tantôt, cette diversité-là. Alors, la stratégie est vraiment excellente. Oui, puis on prend beaucoup d'artisans locaux, mais on s'éloigne un petit peu aussi de Deschaillons. On va en chercher un petit peu plus loin. Il y en a de Québec, il y en a de Lévis, il y en a même de Montréal, il y en a de Saint-Hyacinthe. On en a un petit peu, on essaie de trouver un peu partout, quand même pas trop loin non plus. Puis, ce qui est quand même super intéressant, c'est que dans notre façon de fonctionner, chaque artisan nous donne un cadeau. Et si vous regarderez, il y a une table à côté. Et à chaque heure, on fait tirer un prix de présence. Puis les gens, quand ils rentrent, on leur donne un coupon, puis on fait tirer un prix de présence à chaque heure des cadeaux que les artisans nous ont donnés. Puis il y en a beaucoup plus que pour juste toutes les heures. C'est que le dimanche, on fait des plus gros cadeaux, des plus gros paquets, et on vend des billets de tirage pour faire tirer ces gros cadeaux-là à la fin du salon, dans le fond du marché. Quelle belle stratégie aussi pour faire connaître les produits. Exactement, c'est ça. Et évidemment, les artisans nous donnent des choses de leur choix. C'est eux autres qui décident. Mais on a des cadeaux, des cadeaux qu'on va faire tirer dimanche et entre 50 à 250 $ là, quand même. Là. On a des beaux cadeaux. Là. Puis même à toutes les heures, on a fait des beaux petits paquets cadeaux. C'est souvent 2-3 petites affaires, mais c'est super le fun. Les gens apprécient toujours. Ils ont toujours hâte à 11 h tantôt. Là, je vais commencer à faire ça. Et ils sont contents quand je prends la parole parce qu'ils se disent, ça y est, on va pouvoir avoir notre tirage. Madame Suzanne, vous avez vraiment un beau salon. Oui, puis vous savez, annuellement, là, il passe entre 4 à 500 personnes sur 2 ans, sur 2 jours. Ça reste. L'année passée, là, on avait 500 personnes qui ont passé. Ça fait que c'est quand même intéressant. C'est sûr que la température cette année va nous aider. Il pleut pas. Quand il pleut, c'est plus dur. Alors ça nous aide beaucoup. Mais il reste que le monde vienne de loin des fois pour venir faire le tour. Là. C'est intéressant. Chapeau, merci beaucoup de m'avoir échangé ces quelques mots. Merci à vous, puis bon salon. Alors là, j'ai avec moi Madame Annie de la Gertrudoise plutôt. Et dites-moi, là, c'est votre mari qui est en fait boulanger. Oui, en fait, il est boulanger depuis 2011 dans le village de Sainte-Gertrude. Donc, c'est une passion, c'est un coup de cœur qu'il a eu. C'est une réorientation de carrière qu'il a fait il y a déjà un petit bout de temps, mais voilà. C'est spécial parce qu'on jasait tantôt, puis j'étais en train de regarder vos produits, puis je voyais à quel point ils sont frais. Votre mari s'est levé à quelle heure ce matin? Autour de 2-3 heures ce matin pour produire tout ce qu'il y a aujourd'hui pour que les produits soient le plus frais possible. On travaille beaucoup aussi avec des produits locaux. Notre farine est québécoise, issue d'agriculture raisonnée. Nos canneberges viennent de Saint-Louis-de-Blanford. On encourage le plus possible notre économie. Notre miel est de Saint-Sylvain. Donc, on s'amuse à créer des produits à partir des choses qu'on retrouve autour de nous. L'horaire, en fait, d'une semaine, là? Bien, en fait, nous, on est ouvert en hiver 3 jours semaine. En semaine, les mardis, les jeudis, les vendredis. Donc, la production est planifiée à chaque jour. Je ne peux pas prendre les mêmes produits et les revendre. Exemple, si je les produis le mardi, les revendre le vendredi. C'est du périssable, c'est du frais. Il n'y a pas d'agent de conservation aussi. Donc, c'est planifié à chaque journée. Fait que chaque jour que la boulangerie est ouverte, bien, mon mari se lève très tôt pour produire
les pains, les galettes, les brioches, les muffins qu'on peut retrouver. À tous les jours, on a des baguettes blanches, les pains blancs. On a toujours un pain santé qui est différent à chaque jour, ainsi qu'un pain de spécialité. Toujours croissant, chocolatine, amandine à tous les jours aussi. Soit des galettes, soit des biscuits aussi pour accompagner. Mais on peut retrouver nos produits sur la page Facebook de la boulangerie La Gertrudoise. Bien, on peut être certain qu'on va aller faire un tour parce qu'on sait à quel point vos produits sont excellents et succulents. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors là, je suis rendue au tour de Léonie Desilets de Sainte-Gertrude. Écoute, Léonie, là, je suis vraiment épatée de voir comment tu travailles, en fait, parce que je vois que tu fais des foulards, tu fais des tabliers. Dis-moi comment ton processus de création et de quelle façon que tu t'y prends. Je pars de cravates recyclées que les gens m'ont données, que je ramasse dans des friperies. J'en ai tout plein à la tonne à la maison. Puis je fais différentes choses, comme ici, j'ai un foulard. Mes foulards sont faits de cravates 100% soie. Donc, ça fait pour toutes les saisons. C'est chaud, mais frais en été. L'hiver, ça garde la chaleur dans le manteau. C'est parfait. Je fais des tabliers, comme vous voyez derrière. Mais Léonie, c'est quoi qui t'a inspiré? Ma cousine a commencé à ramasser des cravates. Elle est arrivée chez nous, j'étais encore enfant. Puis là, ma mère l'a aidée à faire un patron. Puis mon frère avait participé, puis moi aussi. Puis en grandissant, je me suis mis à en faire. Puis j'en ai vendu un petit peu, puis là, je me suis mis à avoir tout plein de cravates. Là, je me dis, je prends juste ceux en soie pour faire des foulards. Il faudrait que je récupère les autres aussi. Fait que là, je me suis mis à avoir d'autres idées pour récupérer toutes les cravates que j'avais. Fait que c'est là que les autres produits sont arrivés. Incroyable. Puis là, toi, tu fais ça à la maison ou si tu as vraiment une boutique? Non, c'est dans ma salle de couture chez moi, à temps partiel. Puis, dis-moi, c'est où qu'on peut retrouver tes produits? Sur mon site Internet, sur Etsy, où j'ai une page Facebook. Donc, vous pouvez m'écrire puis pour avoir mes produits. Puis, est-ce que ce sont tes tabliers que j'ai vus au Café des Trois Cloches? Oui, mes produits sont au Café des Trois Cloches. Il y a pas mal de tout là-bas. Donc, on peut les retrouver à Sainte-Gertrude, au Café des Trois Cloches. Je te félicite, Léonie. Je trouve ça original. Et en plus, c'est écologique. Alors, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots. Ça fait plaisir. Bonne journée. Alors là, ça y est, j'ai avec moi Mme Monique de Saint-Pierre-les-Béquets. Écoute, je te vois en train de magasiner, Mme Monique. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment une magasineuse dans les marchés des artisans comme ça? Oui, j'aime ça magasiner, j'aime ça les encourager parce que c'est fait à la main, puis c'est tellement beau, tellement de belles choses. On sait qu'on retrouve ici des choses exclusives, hein? Fait à la main. Vraiment, vraiment. Puis là, dis-moi, là, Mme Monique, qu'est-ce que tu viens d'acheter? Moi, je viens d'acheter un livre. J'adore les livres, j'adore lire, puis c'est une intrigue. Mais là, j'ai décidé de le donner à ma fille qui, elle aussi, aime beaucoup lire. Alors là, ça va être un cadeau, j'imagine? Un cadeau de Noël. Ça, c'est le fun. Je trouve ça vraiment génial parce qu'effectivement, c'est une belle place pour venir faire nos petites emplettes du temps des fêtes. Alors, merci, Mme Monique, de m'avoir accordé. Alors, cette fois, j'ai Amélie Derry de Parisville. Écoute, là, je suis en train d'admirer tes créations. Écoute, dis-moi, depuis combien de temps là, que tu fais ça, là, en fait, que tu es devenue une artisane? Nous, on est des artisanes, ça fait 2 ans, mais depuis l'année passée, on a commencé à travailler avec le laser. Fait que dans le fond, on a ajouté ça à notre arc, une nouvelle corde à notre arc. Puis on développe toutes sortes de trucs pour les marchés de Noël, mais aussi pour les événements médiévaux. Fait qu'on a autant du cuir que du bois. Puis on travaille aussi l'acrylique, puis toutes sortes de choses. Donc, c'est une machine, en fait, qui vous aide, c'est pour couper? Oui, c'est ça. Fait que moi, je suis designer dans la vraie vie. Fait que je fais mes propres designs, puis on les met dans la machine pour être capable après ça de faire des nouveaux produits, puis créer nos propres créations. Puis là, dis-moi, est-ce que vous avez une boutique? C'est où qu'on peut vous trouver puis trouver vos produits? Parce que moi, je suis très impressionnée. Là, je vois même des casse-têtes, je vois des jeux pour enfants. C'est vraiment impressionnant, là, votre matériel. Oui, bien, on est principalement sur Facebook ou sur Messenger pour nous contacter, mais on a aussi une boutique Etsy sur Internet. C'est l'ours et la douce. Ouais. Merci beaucoup de ce partage et félicitations pour votre beau travail. Bien, merci beaucoup. Alors là, j'ai M. Marc Amiotte, en fait, qui est de Lévis.
Vous êtes de Saint-Nicolas. Mais j'admire beaucoup ce que vous faites parce que vous faites des belles planchettes, mais pas parce que vous prenez votre bois. Je trouve ça vraiment le fun. La majorité du bois que j'utilise, c'est du bois flotté. C'est du bois que je récupère dans le fleuve à Saint-Nicolas. J'habite sur le bord, au fond d'une anse. Fait que lors des grandes marées au printemps, avec les vents, bien, les arbres sont poussés et je les récupère. Mais dites-moi au départ, est-ce que vous étiez un sculpteur, menuisier? Aucunement, c'est juste le hasard en faisant le bois. J'utilisais le bois pour faire du bois de chauffage, mais en coupant le bois, je me suis aperçu des fois qu'il y avait certaines irrégularités, entre guillemets, dans le bois, là, certaines caractéristiques. Fait que là, je me suis mis à faire des plateaux rotatifs pour mettre sur le centre d'une table. Là, de fil en aiguille, les gens m'ont dit, tu me ferais-tu ci? Est-ce que tu me ferais ça? Fait que tranquillement, j'ai développé une habileté à travailler ce type de bois-là. Vous travaillez vraiment bien, puis je regardais tantôt, j'ai vu qu'il y avait des planchettes, il y avait beaucoup de rouge. Vous m'avez dit que c'était quelle essence d'arbre? C'est de l'érable à giguère. C'est ce que j'ai trouvé comme information sur les sites Internet en demandant le bois rouge et en allant dans les endroits où ils vendent du bois d'ébénisterie. Eux autres m'ont comme confirmé que c'était ça, mais c'est pas du bois qui est commercialisé. Donc, lorsque j'ai la chance de tomber sur une bille qui a du rouge dedans, je le récupère. C'est magnifique. Puis quand on pense que c'est fait naturellement, on pourrait croire que vous avez tendu le bois. Alors, c'est vraiment magnifique. Bravo vraiment pour le travail que vous faites. Puis dites-moi, là, qu'est-ce qui vous a attiré ici à Deschaillons? C'est des amis qui sont venus ici, d'autres artisans, dans le fond, dans d'autres domaines, qui m'ont dit qu'ils venaient ici. Fait qu'ils m'avaient donné le nom de Mme Vanier. Puis Mme Vanier, je l'ai contactée. Mais elle a dit, lorsqu'il y aura une place qui se libérera, à ce moment-là, on vous fera signe. Fait que c'est ce qui se passe depuis. C'est ma 4e année que je viens ici. C'était ma prochaine question. Donc, ça fait déjà 4 ans que vous convoitez ici le Salon des artisans. Mais franchement, 1000 fois félicitations et continuez votre beau travail parce que vous êtes un vrai artiste. Merci beaucoup. Là, j'ai avec moi présentement Jimmy. Ton nom de famille, Jimmy? Jimmy Côté, qui est avec nous aujourd'hui, qui a des belles cartes de Noël à nous présenter, en fait, qui sont fabriquées dans l'Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour, dont la maison est, en fait, à Parisville. Que vous travaillez toute l'année pour fabriquer ces cartes-là? Oui. D'accord. Oui. Puis là, tu me disais tantôt que le tracé est fait par une intervenante. Oui. Et après ça, explique-moi le processus que tu fais là, pour la carte. Là. Nous autres, après ça, le modèle est fini, on met la peinture. Okay. Puis après ça, on l'a séché. Après ça, on a fait un autre modèle de carte. Puis après ça, on finit ça, puis on met ça à vendre après ça. C'est génial. Puis avez-vous d'autres stations? Tu sais, parce que là, on est au salon des artisans, mais est-ce que vous avez d'autres stations pour les vendre? Oui, l'été, oui. Oui, à Parisville. Juste en face du centre. La salle, oui. Fait que là, vous allez vous positionner là, puis dans le fond, vous êtes prêts à vendre. Ah, ben c'est super. On fait même des sacs. OK. Puis on fait même des potes à clés. D'accord. Puis des petites cartes. OK. Fait que, mettons, chaque petit sous-comité, j'imagine, c'est des groupes, chacun a sa spécialité. Oui. OK. Oui. OK. Mais là, Jimmy, là, tu m'impressionnes parce que là, ça fait un petit moment que je parle avec toi. Tu es un artiste là, dans l'âme, mais tu es en train de faire un processus pour être pompier volontaire, en fait, pour aider les pompiers. Raconte-moi ça un petit peu, en gros, là. Bien, moi, j'ai été pompier pour laver les habits de pompiers, puis les hausses, puis laver les camions aussi. Puis on peut parler tout avec la gang, puis on a des accidents sur l'autoroute, on voit tout le temps la même sur l'accident. Oh, wow! Oui. Puis qu'est-ce qui t'est... Pourquoi ça t'est venu, cette idée-là? Bien, mon oncle qui est pompier volontaire, puis c'est lui qui m'a donné l'idée pour passer mes cours. Pompier, tu as un autre poste aussi? Oui. À Bécancour, au poste de la SQ. Puis j'aide les policiers pour passer les papiers dans la machine, puis je passe la hausse, puis je lave les chars de police. Eh bien, merci pour ce partage, Jimmy, puis continue ton beau travail. Alors là, je suis avec Mme Hélène Quesnel, qui est tisserande ici à Deschaillons. Écoutez, là, parlez-moi un petit peu là, de ce que vous faites. Là. Alors, moi, je représente aujourd'hui la coopérative artisanale de Deschaillons. Donc, on a un local avec 9 métiers, je crois, là, il me semble, 8-9 métiers, et tout le monde tisse, puis on tisse des pièces pour vendre
que la coop puisse vendre puis faire des sous. Alors, aujourd'hui, on a le résultat de ce que les membres tissent pour la coop pour vendre au marché de Noël. Puis, Mme Hélène, là, moi, là, écoutez, là, parlez-moi du processus, parce que, écoutez, là, ça commence par du découpage, là. Oui, si on fait une Catalogne, que les gens avaient beaucoup dans le temps, bien, on coupe des draps. Et puis après ça, bien, on tisse avec les draps coupés. Alors, c'est quand même l'ouvrage, c'est du travail. Puis quand on fait un linge à vaisselle, bien, il faut le finir, il faut faire la couture, puis tout ça. Un linge à vaisselle, il y en a qui font ça en 1 heure. Moi, 1h30, un linge à vaisselle, ça va être fait. Mais quand même, au début, c'est pas ça. Ça prend du temps. Ouais. C'est beau de voir, puis la diversité des couleurs, c'est incroyable. Puis là, dans le fond, vous faites les sous, ils vont à la coop. Oui. Puis qu'est-ce que vous faites avec les sous? Bien, on peut acheter du fil pour monter les métiers. On peut faire, des fois, il y a des choses qui cassent pour acheter l'équipement puis tout ça, fait que ça permet de faire vivre la coopérative. Vraiment pour votre pour votre matériel, puis continuer de faire perpétuer ça. Oui. Madame Hélène, moi, je vous remercie beaucoup pour ce partage-là et je suis en admiration devant le travail que vous faites parce que je sais à quel point vous comptez pas les heures. C'est de la passion, hein? Ça, les gens font ça. Souvent, les gens, c'est un beau loisir aussi, puis les gens font parce qu'ils aiment ça, faire ça, là. Alors, c'est pour ça. Puis, on diversifie les montages, donc les couleurs sont différentes puis tout le temps. Fait que c'est toujours quelque chose comme de nouveau. Puis les gens créent des choses. C'est exactement ça. Ça permet de solliciter la créativité. Puis dites-moi, c'est où qu'on peut les trouver, vos produits? Alors, en face de la pharmacie. Puis quand il y a ici un drapeau dehors, bien, quand le drapeau est dehors, bien, c'est ouvert. Puis la boutique est ouverte. Les gens peuvent venir n'importe quand. Juste devant la pharmacie à Deschaillons. C'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Était organisée récemment une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants dans la MRC Nicolet-Yamaska. C'était au Musée des cultures du monde, j'allais dire des musées des religions, mais c'est plus comme ça que ça s'appelle. Donc, au Musée des cultures du monde, Renée Lafleur était présente sur place pour nous présenter ce bel événement. Vendredi 8 novembre 2024, Renée Lafleur pour Télécœur. Je suis au Musée des cultures du monde où le comité S'établir ici du Carrefour Jeunesse Emploi a préparé une cérémonie d'accueil pour les nouveaux arrivants dans Nicolet et Bécancour. Je suis en présence de Caroline Béliveau du comité S'établir ici du Carrefour Jeunesse Emploi. Parlez-nous de ça aujourd'hui. Oui, bien bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, on souligne, dans le fond, lors d'une cérémonie d'accueil, l'arrivée de nos nouveaux arrivants, effectivement. Donc, les personnes issues de l'immigration qui sont arrivées dans le courant de la dernière année pour souligner, en fait, bien les accueillir et souligner leur rapport à notre communauté. Et ça fait combien de temps que vous faites des comités d'accueil comme celui-ci? On en est à notre 2e année. Dans le fond, c'est un événement qui est organisé là, par le CGE Nicolet-Bécancour, le comité S'établir ici, mais aussi avec la participation financière là, du ministère de l'Immigration et de l'Intégration du Québec. Donc, dans le but là, de un peu faire des rapprochements entre les personnes issues de l'immigration et les gens de nos communautés ici dans Nicolet-Yamaska. Je suis accompagnée de Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet. Quelle belle cérémonie ce soir! Vraiment, d'avoir aussi l'occasion de mettre des visages sur des noms puis sur des gens. Tu sais, on les voit pas tous passer. Moi, j'en vois parfois à la ville. Maude vient avec des nouveaux arrivants chez nous. Mais là, ce soir, ils sont réunis ici. Donc, c'est vraiment un privilège d'être là. Oui, puis leur souhaiter la bienvenue officiellement dans la région. Donc, ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Merci. Alors, je suis avec Maude du comité d'accueil S'établir ici du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, parlez-nous des jumelages. Oui, bien en fait, on est vraiment heureux, on est choyés ce soir d'avoir la présence de jumeaux d'accueil et jumeaux arrivants qui participent à la soirée. En fait, parce que c'est un programme qui est instauré au Carrefour Jeunesse Emploi de par l'équipe S'établir ici. Puis ça consiste en fait à lier, c'est à instaurer un lien d'amitié entre une personne nouvelle arrivante et un citoyen
de quelqu'un qui habite la région ici. Puis c'est vraiment dans une base très volontaire. Ce n'est pas sur une base aidant-aider, c'est vraiment des liens d'amitié qu'on veut que les gens développent ensemble. Donc, avoir une personne de référence, avoir quelqu'un qui prend de tes nouvelles, avoir quelqu'un qui te fait découvrir le coin, aller prendre une marche, un tour de vélo, ne serait-ce qu'un petit mot, là, une fois de temps en temps, ou une référence pour découvrir la région davantage. Puis, ce soir, on a des jumeaux qui sont ici. On voit que c'est positif, ça fonctionne bien, les gens apprécient notre programme. Puis, c'est quand on voit des beaux résultats comme ça que ça nous donne envie de poursuivre puis de continuer de faire du jumelage puis de faire des nouveaux pairages. Alors, je suis avec Omaïma, une nouvelle arrivante dans Nicolet. Vous venez de quel endroit? De la Tunisie. Et vous êtes ici pour travailler? Oui, c'est pour un permis de travail permis de 3 ans. Comme intervenante à la ville, c'est préposé aux bénéficiaires en fait. Et comment vous trouvez l'accueil du comité? J'ai trouvé ça trop merveilleux, trop charmant. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'accueil ici. Oui, vous êtes tout merveilleux. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour vous. Hein. Vous êtes le portrait de la francisation du secteur jeune à la Rive-Renne, c'est environ une centaine d'élèves là, qui font partie de nos services de francisation à divers niveaux. On a 3 pôles de francisation au primaire où les élèves se regroupent une journée par semaine pour avoir de la francisation. C'est un nouveau modèle qu'on a mis en place cette année. Dû à l'arrivée de plusieurs familles immigrantes sur notre territoire. Donc, cette année, on a repensé notre modèle de cette façon-là. Puis, à divers niveaux, comme je le disais, ils reçoivent des services de francisation pour ceux qui arrivent, qui sont nouvellement arrivés, c'est vraiment une journée par semaine. Et pour d'autres, ça se passe dans les milieux qui développent un sentiment d'appartenance aussi à leur milieu, où est-ce qu'ils s'installent. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé notre service cette année là, pour cette centaine d'enfants là, qui fait partie de notre centre de service scolaire. Alors, parlez-nous de Journée Québec. Alors, Journée Québec, c'est un événement qui se fait 2 fois par année à l'international, dans la Tunisie, le Maroc, les pays de l'Afrique, de la France, je crois. Il y a la France aussi. Donc, c'est un recrutement pour plusieurs secteurs. Des Canadiens, des sociétés ici qui sont canadiens, qui vont passer au ces pays-là pour faire des entretiens. Et comme ça. Pour terminer ce bulletin de nouvelles, je vous invite à aimer notre page Facebook, Les Amis de Télécœur. Vous allez pouvoir y voir des reportages, les émissions aussi qui passent au Canal 2 de Sogetel. Un beau moyen de rentrer en contact avec nous et de vous tenir au courant de notre programmation, parce qu'on y affiche justement la programmation de chaque semaine. Sur ce, je vous remercie d'être au rendez-vous et je vous dis à la prochaine.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en Maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en Maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la Maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Sainte-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ, comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolet Bécancour. La relance, ça implique dans le projet l'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires.
Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le lire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des Jeunes La Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.